Avec quel type de H? Le gentil. Le gentil. Pas le Ha, pas Mehdi. Mehdi. Mehdi, et du coup, les francophones disent Mehdi. Mehdi. Et du coup, mes parents voulaient pas que la prononciation arabe soit trop déformée. C'est pour ça qu'ils m'ont appelé Selim, que tu dises Selim ou Salim, ça se rapproche du Salim arabe. Mais Voilà. ça, en arabe, par contre, il y a un petit H là au milieu, non? Non, ça c'est vraiment toi qui as inventé. Mais moi, j'aime bien mettre des petits H comme ça fait un peu plus couscous boulgour. Bon, du coup, 1er mai, on disait. Ouais. Est-ce que vous sachez quelle est l'origine du 1er mai? On peut toujours pas faire les sondages, hein, c'est terrible notre condition sur Twitch. Mais parce qu'on parle 1er mai, donc comme on le disait en Chicago, juste Chicago, mais y a de ça, oui. On va regarder deux petites vidéos par rapport à l'Origin Stories du 1er mai, mais moi je trouve intéressant aussi de parler du fait que pour moi, le 1er mai c'est une date importante, mais principalement au regard de la politique française. Je m'entends. Je me suis politisé sur Internet avec évidemment des influenceurs et de l'actualité française, et j'ai un peu découvert ce principe du 1er mai comme étant vraiment un jour de lutte en m'intéressant à la politique française, alors qu'en Suisse, j'ai pas de souvenir avant ma politisation par la politique française de quelque chose de marquant le 1er mai. Mais à gauche, j'ai l'impression qu'en Suisse romande, on se politise à gauche, principalement par le prisme de la politique française, vu qu'en Suisse, pas grand-chose. Non, ça, je suis pas d'accord. Le problème, en Suisse, il se passe énormément de choses. Même en Suisse romande, il se passe plein de trucs. Politiquement. À gauche. Non, politiquement tout court. Et donc, qui pourrait donner du grain à moudre à la gauche. Oui, mais partout. Mais c'est pas ça que je dis. Okay, c'est pas ça que je dis. Je parle juste, par exemple, principalement des grandes figures. Ou alors juste des actions. Bien sûr qu'il y a des actions en Suisse. Bien sûr qu'il y a plein de collectifs, plein de militants. Mais c'est pas dans le lore. C'est pas dans le lore suisse. et c'est ça qui est ultra dommage. C'est que justement, notamment en France, mais aussi en Italie, en Allemagne, c'est un jour qui permet à avoir cette forme de convergence des luttes, à avoir des revendications qui soient multiples et variées dans un même cortège, en allant vers la même direction, etc. Et en Suisse romande spécialement, c'est pas un jour très marquant. Alors que par exemple Zurich, ils ont un gros cortège. Déjà, s'ils ont congé en fait, ça fait que les gens peuvent aller en cortège. Et puis j'imagine aussi à l'école. Parce que du coup, moi, le 1er mai à l'école, mais je pense que j'en ai entendu parler la première fois au gymnase, à mon avis. C'est quelque chose même pas si on en avait parlé au gymnase. En fait, tu viens à l'école comme un jour normal, parce que c'est pas férié. Et du coup, on te dit, c'est la fête du travail. Mais il faut bien travailler. Et du coup, on fête les travailleurs. Voilà. Et donc, en fait, on t'explique juste pas du tout ce que c'est. C'est vraiment le même principe que la journée de la femme, où elle doit faire exactement la même chose que d'habitude, mais juste on lui offre des roses et puis un meilleur aspirateur. Là, il y a le muguet. Ouais, il y a le muguet, c'est génial. Le muguet. Politisation de la gauche radicale, CH, passe par la culture internet de gauche de la France. Et pour moi, c'est une problématique pour la construction d'une gauche suisse romande. C'est qu'on est... En fait... Le problème, c'est que on se situe sur, si je dois parler avec des termes de droitard, on se situe sur le même marché que les médias et les politiciens et politiciennes françaises. Mais on n'a pas les mêmes ressources pour avoir la même portée. Et du coup, quand tu as une chaîne comme Le Média, comme Mediapart, comme Blast, qui ont les ressources et qui font des 200 000 vues à chaque vidéo, c'est très difficile ensuite d'arriver en Suisse romande à soi-même construire un média ou une force de gauche de proposition, parce que moi-même, sur mon temps libre, je consomme plus de médias français que de médias suisses. Et donc, on est sur le marché français, mais avec les ressources suisses et avec le lore politique suisse. Mais il y a un manque. Il y a un manque qu'on peut aller chercher. D'ailleurs, je crois que c'est ce qu'on essaye de faire de manière générale avec Eteikos. Mais ouais, bien sûr que c'est hyper compliqué, mais c'est tellement bizarre aussi parce que il y a tellement cette dichotomie du fait que en Suisse, des ressources, il y en a. De la thune, il y en a. Ça devrait pas être comme ça en fait. Genre, ça... Ouais, mais je dis pas que ressources financières. Je dis aussi ressources en termes de
personne intéressée. Regarde Ostpolitik. Alors, c'est pas une critique que je lui fais. Il est genevois, lui. Il est genevois. Il est franco-suisse, je crois. Ouais, mais il a grandi à Genève, je crois. C'est possible. Comme Nabila. Très rapidement, il a vu que pour progresser dans, disons, le monde médiatique politique de gauche, il a dû aller en France. Bah ouais. Et a raison, je pense, pour lui, individuellement. Mais ça fait qu'on a perdu quelqu'un qui... On a perdu quelqu'un. Il est tombé au combat. Il est tombé au combat, qui avait un certain potentiel. Moi, je trouverais trop cool que, genre là, il fasse ses armes à Paris. Enfin, je sais même pas s'il est à Paris, mais on se comprend. Et qu'ensuite, ça lui permette de revenir en Suisse avec les armes françaises. C'est-à-dire avec la connaissance d'écriture, de production, etc. française. Parce que c'est pas que les ressources financières, c'est aussi la connaissance, les gens disponibles, enfin, toutes ces choses-là qui manquent en Suisse romande. Qui manquent, mais que du coup on peut créer, tu vois. C'est comme, je me souviens, dans un live où Dany Raz parlait de leur... Dany Raz, on vous les présente plus, Dany Raz qui parlait de leur parcours. Et vraiment, il disait au bout d'un moment, Raz voulait continuer à faire des lives tout seul dans leur squat, dans leur machin et tout. Et Dany vraiment avait insisté pour descendre vraiment à Paris et s'entourer de gens. Et en fait, c'était dans le live juste après leur Zawa Show avec Mélenchon. Et où il disait que, en fait, d'avoir rencontré tous ces gens et d'avoir pu créer vraiment toutes ces connexions, ça fait qu'ils sont beaucoup plus forts aujourd'hui. Et puis, en Suisse, je pense que c'est possible de le faire quand même. Là, quand on voit tous les collectifs, tout ce qui se passe, genre, c'est possible de le faire. Et en vrai, moi, je sens aussi un peu un esprit un peu famille, tu vois, aussi quand il y a des gars de, je sais pas, Agisson ou n'importe d'autres collectifs ou des gens qui sont politisés ailleurs, parce qu'en Suisse, c'est quand même très scindé. Genre, quand tu fais de la politique, j'ai l'impression... Là, il y avait une meuf qui nous parlait de politique à Bienne, j'ai l'impression qu'on la connaît pas, quoi. Elle fait de la politique à Bienne, tu vois. Et puis nous, en vrai, on est basé à Lausanne, on essaye d'être roman, mais des fois, je me demande si c'est pas évident. Valdo-Lausannois ce qu'on fait, mais j'ai l'impression après, quand on travaillera à 100% pour Eteikos, on pourra faire un live une fois de temps en temps à Bienne, un live. Mais on achète une roulotte. On achète un studio roulant. Bien sûr. Mais ça, c'est quand on sera à 100%. Électrique. Où on fera des étés, les étés roulants. Les Eteikos. Les étés. Monsieur. Non, mais félicitations. Vous devriez travailler dans la communication. C'est ce que j'essaye de faire. Accumuler des connaissances pour ensuite revenir. Comme Ostpolitik. Ostpolitik, c'était dans le chat. Viens dans notre studio. Déjà, du coup, merci Orto, parce que effectivement, c'est un des buts qu'on se fixe, évidemment avec toute humilité, parce qu'on ne sait pas encore à quel point ça peut prendre une importance, mais effectivement de remplir un peu ce vide qu'il y a en Suisse romande et qu'on pense être nécessaire d'être rempli. Et puis, je pense aussi que effectivement, c'est pas perdu d'avance. On a du retard par rapport à la France, mais je pense qu'avec des gens comme vous dans le chat, comme nous, comme plein de gens qu'on connaît, où en fait on connaît Usul, on connaît Dany Raz, on connaît Blast, etc. Je pense que ça a eu un impact sur nous de créer une envie de faire la même chose en Suisse romande, d'aller chercher un petit peu à titiller la politique suisse et suisse romande. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va voir venir petit à petit, avec mieux, avec Don Bitrachi, avec toutes ces choses-là. Aussi en invitant les gens, en fait, c'est ce qu'on essaye vraiment de créer, quoi. C'était cool, j'ai adoré. Bref, et par rapport au Rusty Graben, moi, je sais pas, tu peux dire, est-ce que le Rusty Graben, est-ce qu'on se fait pas avoir par le Rusty Graben? Dans le sens où c'est une contrainte qui est un peu plus difficile pour unir les forces, je pense que c'est là que tu voulais en venir, et que du coup, chacun fait son petit truc de son côté, et du coup, t'arrives moins à t'unir. Moi, je ne suis pas sûr de ça. Parce que on pourrait le mettre à toute échelle, en fait. Du coup, déjà, est-ce que les frontières, je sais pas, est-ce que juste d'avoir des États différents, est-ce que c'est pas quelque chose qui serait un frein? Frein qui est de plus en plus surpassé grâce à Internet. Ça, c'est un truc que il faut pas minimiser l'importance d'Internet dans la construction des mouvements militants, parce que quand on parle d'internationalisme, parce que le socialisme est avant tout internationaliste, Internet, je pense, a été l'outil peut-être le plus déterminant de ces 100 dernières années pour réussir à vraiment fonder... 30 dernières années Non, je dis 100... Ouais, dans le sens, c'est le truc du dernier... qui permet d'unir
et d'internationaliser les luttes. Et on le voit là, typiquement avec la Palestine, il n'y aurait pas eu la même possibilité de suivre l'actualité et de voir qu'on n'est pas seul dans cette lutte sans Internet. Alors, on peut voir que c'est le genre de choses qui pouvaient déjà un peu exister lors de la guerre du Vietnam, par exemple, où effectivement c'était international, etc. Mais je pense que l'accès à l'information était beaucoup plus difficile, alors que là, Internet le permet. Mais si je peux rebondir par rapport au Rushdie Graben, je pense que le Rushdie Graben est vraiment un obstacle, un bâton dans la roue pour les forces de gauche en Suisse, parce que ça morcelle encore plus le territoire, alors qu'on a déjà un territoire qui est relativement petit et que, de nouveau, pour utiliser des termes de bourgeois de droite, en politique, il y a une certaine forme d'économie d'échelle. C'est-à-dire qu'au plus tu deviens grand, au plus tu vas être capable de passer à un niveau supérieur et de toucher encore plus de monde. Au plus ton territoire est grand, au plus la population que tu peux potentiellement toucher, au plus ça va être facile de toucher autant de monde. Alors qu'au plus tu as des petites cellules d'entités politiques, au plus c'est difficile de toucher des grandes populations. Mais pour moi, c'est pas que le Rushdie Graben. C'est en partie le Rushdie Graben, mais aussi le fédéralisme. Parce que ça, je le vois aussi, par exemple, avec le PS. Le fait que tu aies des partis cantonaux, avec un parti national, avec des sections communales, etc., ça rend le travail beaucoup plus difficile. Ça ne veut pas dire que je suis pour le centralisme à fond, mais c'est quelque chose qui... Lénine, dans l'État et la Révolution, il le disait, c'est que le fédéralisme a tendance à freiner les mouvements ouvriers parce que, justement, ça accentue le fait qu'il y ait des réalités matérielles différentes entre très petites régions. Alors qu'au plus un État est unifié et grand, au plus les réalités matérielles vont être plus ou moins identiques dans un grand territoire. Mais Lénine ne parle pas aussi des lieux de pouvoir. La France, tu la prends, tu prends Paris. Alors que la Suisse, tu prends Berne, tu prends pas tout. Je sais plus s'il parle des lieux de pouvoir, c'est possible, mais effectivement, la France, t'as quoi, 2-3 arrondissements. Bon, on exagère tous les lieux de pouvoir. Après, quand on dit prend, ça n'est pas prendre par la force, c'est par les armes. Faire des référendums afin de pouvoir avoir accès à des bâtiments publics. Voilà. Ça n'est pas par la force. Et de faire des campagnes pour inciter le peuple... Oui, du tractage. Exactement. À voter de manière démocratique dans le but de prendre le pouvoir. Mais du coup dans ce live, on s'est dit qu'on allait regarder une ou deux petites vidéos qui expliquent en vrai ce qu'est la gauche non violente, adieu, ce qu'est le 1er mai, donc d'où vient le fait que le 1er mai soit la fête des luttes des travailleurs et travailleuses. C'est pas la fête. La fête, j'ai dit la fête. J'ai dit la fête, je voulais pas m'embrouiller. Parce que justement, c'est pas une fête. La journée des luttes. Ouais. C'est ça, la journée des luttes des travailleurs. C'est la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs. Il y avait le international qui manquait. Du coup, on se regarde cette petite vidéo, après un petit extrait de documentaire qui explique bien d'où c'est parti, et c'est pour ça que dans le live, je sais plus qui a dit juste Chicago. Je crois que c'est Tata Marx, sauf erreur. Ouais. Bah effectivement, c'est Chicago. C'est parti de Chicago. Allez, 1er mai, petite vidéo de 3 minutes. Let's go. Vous allez dormir moins teubé ce soir. C'est gaffe. Et comme d'hab, vous êtes nos ingé son. Hein, célébré en si c'est France trop ou et pas, dans c'est de fort. nombreux pays du monde, le 1er mai est synonyme de fête du travail, ou plus exactement, de journée internationale de lutte pour les droits des travailleurs. Mais d'où vient cette tradition et pourquoi cette date ? Pour le savoir, direction les États-Unis. Nous sommes en 1884. Des centaines de milliers de travailleurs décident de se donner 2 ans pour obtenir la journée de travail de 8 heures maximum. À l'époque, il n'était pas rare de travailler plus de 12 heures par jour. Leur mobilisation est lancée un 1er mai, date à laquelle les entreprises commencent leur année comptable. 2 ans plus tard, en 1886, une partie seulement des travailleurs a obtenu gain de cause. Des ouvriers entament donc une grève générale. Lors d'un meeting à Chicago, une bombe est lancée contre des policiers. Le mouvement est violemment réprimé et des militants sont pendus. Ils deviennent alors des martyrs du mouvement ouvrier. À la même période, des mobilisations ont lieu en Europe avec des revendications similaires.
En 1889, la deuxième internationale, qui regroupe les mouvements socialistes d'une vingtaine de pays, veut unifier la voix des travailleurs. Elle décrète donc qu'à partir de 1890, chaque 1er mai sera une journée d'hommage aux morts de Chicago et d'action pour obtenir les 8 heures de travail journalier. Les années suivantes, les manifestations ouvrières restent mouvementées. Le 1er mai 1891, à Fourmies, dans le nord de la France, les forces de l'ordre tirent sur les grévistes pacifiques et tuent une dizaine de manifestants. En France, il faut attendre le 23 avril 1919 pour que le Parlement français, sous l'impulsion de Georges Clemenceau, écoute les revendications des travailleurs et adopte la journée de travail de 8 heures. En 1941, le maréchal Pétain fait du 1er mai un jour non travaillé mais payé. Mais il en change la symbolique pour gommer son aspect revendicatif. La fête des travailleurs devient la fête du travail et de la concorde sociale. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1948, une loi entérine définitivement le 1er mai comme un jour férié, chômé et payé. La fête du travail, telle qu'on la connaît désormais, est née. En France, ça s'appelle Aujourd'hui encore, elle garde un caractère politique. Syndicats et partis de gauche descendent dans la rue pour porter leurs revendications. Depuis une trentaine d'années, l'extrême droite tente de son côté de s'approprier cette date en honorant Jeanne d'Arc. Jeanne, au secours ! Qui célèbre le 1er mai aujourd'hui ? Si en Amérique du Nord, on célèbre plutôt le Labor Day, le premier lundi de septembre, le 1er mai est férié dans au moins 107 pays du monde, dont la quasi-totalité de l'Europe. Signe que 140 ans après sa naissance... Regardez cette petite carte en rouge, les pays qui ont férié le 1er mai. Et c'est dommage, il y a juste l'écriteau ici, mais la Suisse est en blanc. Avec les Pays-Bas, Royaume-Uni, Irlande, bon, Arabie Saoudite, le Sahara occidental. C'est complexe. Mais à part ça, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas de data, vu que là, dans cette vidéo, ils sont partis du principe que c'est un pays indépendant, ils le reconnaissent. Parce que si au Maroc... Oui, Céline, oui. Par rapport à la suite, sur le virement pétainiste de la signification, j'ai essayé de trouver de la data sur l'histoire du 1er mai en Suisse. Spoiler alert, j'ai trouvé que très peu de documentaires ou reportages de la RTS sur le 1er mai. On en aura ce soir grâce à Infrarouge, auquel on réagira peut-être la semaine prochaine, parce qu'Infrarouge fait ce soir une émission spéciale de « Est-il encore nécessaire d'avoir la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs ?» Je sens que ça va être super, Mais, c'est ça le thème. Moi, je pensais qu'ils allaient parler du 1er mai, mais le thème, c'est vraiment « Est-ce que c'est encore nécessaire ?» Ouais, c'est... Donc les JLR, ils chient un communiqué de presse à la con, et Infrarouge reprend directement le thème. Non, c'était déjà prévu de ouais, justement. Mais c'est vraiment un débat, là, une fois de plus. Principale qualité des Suisses, travailleurs. En 1964, le travail est une véritable institution dans notre pays. 15% des Suisses sont prêts à travailler jusqu'à la mort. Plongez dans notre rubrique... Ah oui, le titre exact de l'émission, c'est 1er mai. Faut-il encore fêter le travail ? Mais putain, en Suisse, on le fait pas. Alors, c'est incroyable, si au moins on le faisait. Surtout... ça n'est pas la fête du travail, parce qu'on l'a vu, fête du travail, ça vient de Pétain, et en plus, ça n'est même pas une fête, c'est une journée internationale de lutte, parce qu'on commémore la mort de grévistes, donc on ne fait pas la fête de la mort des grévistes. Mathilde Motel a bien dit aujourd'hui en story. La mort des grévistes, et on continue à revendiquer d'autres droits, donc ça n'est en aucun cas une fête. C'est pas ce sera une fête quand on aura acquis tous nos droits. Là, ce sera potentiellement une fête. Mais pour l'instant, absolument pas. Mais oui, Infrarouge fait son thème sur est-ce que ça vaut encore la peine de faire le 1er mai, alors qu'on ne le fait déjà pas vraiment. C'est incroyable. Est-ce que ça vaut... Mais prochain débat, c'est est-ce que ça vaut la peine encore d'avoir des congés payés ? Congé maternité, on s'y est attaqué. Ouais, non, mais c'est génial. Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose, ce genre de truc ? Oui, on fait le 1er mai dans plusieurs cantons. T'as dit avant 6 Il y a 4 ou 5. 4 ou 5. On nous a dit dans le chat avant, il y a Neuch, dans lesquels c'est férié. Hein, parce que dans le canton de Vaud, par exemple, c'est pas férié, mais il y a un cortège et il y a des événements pour cette journée. Mais
on ne fait pas cette journée internationale au même titre que énormément d'autres pays. Jura, Neuchâtel, Tessin, Bâle, Zurich, Schaffhouse, Turgovie. Est-il encore nécessaire de verser un salaire aux employés ? C'est une question à laquelle nous allons essayer de répondre. En Argovie et Soleure, la journée de boulot s'achève à midi. Bah, c'est à moitié. C'est le consensus. C'est exactement. C'est le consensus. Ils se sont mis au milieu. Nous, oui, vous pouvez lutter, mais quand même. Ce qui en vrai est pas si con que ça, parce qu'au moins les gens peuvent aller au cortège après. Au moins les gens peuvent aller au cortège. Mais oui. génial. Non, ouais, voilà. Et j'ai vu juste dans le chat, vive Nicolas et Bart. C'est pas ces deux anarchistes qui ont été tués en 1886. Nicolas et Bart, pour les personnes qui ne savent pas, c'est deux anarchistes, Nicolas Sacco et Bart Vanzetti, si je me souviens bien, qui, dans les années 20, de nouveau comme l'histoire de 1886, il y a eu des grèves, il y a eu des petits débordements, et puis la justice américaine a décidé de faire des exemples d'eux en les chopant par le callback. Et tu me chopes pas par le callback, quoi. Et c'était un des premiers procès politiques où il y avait des mouvements vraiment internationaux. Même en Europe, il y avait des mouvements parce que c'était des anarchistes immigrés italiens. Et en Italie, il y avait des mouvements pour la libération de Nicolas et Bart. Et il y a un très bon film là-dessus que je vous conseille, avec une bande originale écrite par John Baez, qui sera d'ailleurs à Paléo cette année. Et cette bande originale est juste magnifique. Faut aller l'écouter. Tu connais vraiment la petite fille de Sacco, c'est incroyable. Et Enrico Morricone, oui, mais la chanteuse, c'est John Baez. On passe sur la deuxième vidéo qui est peut-être mieux faite. Et la deuxième vidéo provient d'un documentaire qui est en 3 parties, qui est excellent, qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, sur l'histoire de l'anarchisme. Et là, c'est juste une petite partie qui revient sur, justement, un peu plus en profondeur sur ce qui s'est passé exactement à Chicago. Ça me fait penser à quelque chose. Mais des ouvriers qualifiés qui ne trouvent des tafs que sous-qualifiés, et les sous-qualifiés qui sont jetés dans les mines ou pour les pires métiers, et qui sont désillusionnés quand ils arrivent sur le territoire tellement ils sont mal accueillis. Ça me fait penser à 2-3 histoires, mais je sais vraiment pas lesquelles. Et ouais, des histoires récentes un peu, des choses qui se passent aujourd'hui, 1886 donc. Hein. Ouais, et c'est toujours les mêmes schémas, comme quoi c'est pas parce qu'on obtient juste des petits acquis sociaux que ça change les structures fondamentales économiques et sociales. Tu reviens avec ta politique des petits pas, là. C'est que ça t'a valu un article, cette connerie. Oh, mais ça va. La liberté d'expression, monsieur. Ouais, le sirop, c'est de gauche, on est d'accord. On fait nous-mêmes nos petites boissons, là. Grés qui sont mal accueillis et qui sont surexploités dans un pays et qui ensuite se radicalisent. Ça, c'est aussi un truc, ça existait qu'au 19e, ça n'existe plus maintenant. Ouais, c'est fou. Excuse-moi, je fais des pauses. Hein. Comment tu parles avec... Ah non, mais là, tu parles pas. Mais déjà, les moustaches sont belles, hein. Mais que des moustaches. Et puis là, ils sont à table. Mais sinon, tout le monde avait le petit chapeau, là. Ouais, mais bien sûr. Tout le monde avait le chapeau. Le petit cigare. Mais surtout, pour moi, ce qui est marquant, d'un point de vue de réussir à fédérer autour des idéaux de gauche, c'est que je trouve que, malheureusement, d'une certaine manière, quand la bourgeoisie avait cette forme-là, c'était plus facile de l'identifier en tant que bourgeoisie. Alors qu'aujourd'hui, quand les bourgeois mettent des costards-cravates dégueulasses et que même les employés sont censés mettre des costards-cravates, bah ça brouille les pistes. Mais du coup, quand tu parles d'un manque de rigueur des bourgeois d'aujourd'hui. Non, bah oui. Mais oui. Quand les Zuckerberg sont en t-shirt et jeans, bah t'as pas ce même effet à l'image. Tu vois ce que je veux dire ? Et
j'ai l'impression que beaucoup de gens qui sont prolétaires, qui sont salariés, se disent aujourd'hui la classification bourgeois-prolétaire ne fonctionne plus, notamment parce qu'il n'y a plus ces images précisément. Sauf que c'est pas parce qu'il n'y a plus ces images en particulier que ça veut dire que cette hiérarchisation de classe n'existe plus. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis ça va dans un sens et dans l'autre. Parce que quand tu parles de Zuckerberg qui met des jogging et que tu as l'impression que le mec a moins 10 000 de personnalité et qu'en fait c'est juste un gars lambda, ça va aussi dans l'autre sens où par rapport à la conscientisation de ta classe sociale, tu as énormément de gens qui travaillent en open space ou je sais pas quoi et tout, qui, du coup, vu qu'ils ont le même habit que leur boss ou alors qu'eux-mêmes sont obligés de mettre des costards, ne se considèrent pas comme des prolétaires. Ouais, et... Ne se considèrent pas comme des prolos. Et d'ailleurs, je t'en avais parlé avant, hier, j'ai eu une discussion avec, avec une meuf où je lui ai dit qu'elle était prolo, elle l'a mal prise. Elle était vraiment là, genre, mais... Et c'est vraiment... non, je suis pas prolo, mais attends, quoi ? Parce que elle, ce qu'elle voit, c'est qu'avec l'argent qu'elle a en Suisse, elle peut un peu se faire plaisir. Et on a parlé de tout ça, et vraiment, dans cette déconstruction, bon, directement, t'as ce privilège suisse qui revient directement, en mode, bah non, parce que moi, dans la profession que j'ai aujourd'hui, si j'étais partout ailleurs en Europe, je vivrais moins bien. Et du coup, elle, ce qu'elle voit, c'est que bah, elle est un peu une petite bourgeoise, tu vois, elle peut se faire plaisir. Alors que non. Et puis en fait, non, t'es là, non, t'es une prolétaire. Et c'est exactement ça, par rapport à l'image, je vois exactement ce que tu veux dire. Il y a un gros problème d'identification, et à qui ça profite ça ? À la droite. Ouais. Et tu te retrouves à devoir expliquer à des gens que c'est pas parce qu'ils mettent des costards pour aller au travail et que leur poste est stylé, ou en tout cas, et qu'ils se sentent valorisés, que ça veut pas dire qu'ils se font fianter par le système, par le capitalisme, par leur patron. Et aussi en termes d'image, même si c'est des images fortes auxquelles on tient à gauche, je pense que d'avoir beaucoup mis sur la réalité du prolétariat du 19e, ces images de genre d'enfants qui sortent de la mine avec la suie sur le visage, avec les habits qui sont délabrés, etc. Je pense que d'une certaine manière, ça fait du tort au prolétariat aujourd'hui, parce que comme on n'a plus de suie littéralement sur le visage, on se dit mais en Suisse c'est encore, parce que je peux te dire que mais au Congo c'est ouais, mais à part ça t'as certains métiers, mec, les ouvriers mais qui sont invisibilisés, gros, c'est un délire. Sauf que ça n'est plus la majorité du prolétariat qui vit le prolétariat dans leur chair, pas dans le sens où ils ne vivent rien dans leur corps, mais où ça se voit moins, c'est moins visible, c'est moins criard. Ouais. Et je pense que les gens se disent aussi, la bourgeoisie, c'était ça, mais ils se disent aussi à l'inverse, le prolétariat, c'était ça. C'était les enfants qui descendent à la mine et qui reviennent avec les visages noirs. Et l'absence de cet archétype du prolétaire fait que ça rend impossible de se considérer prolétaire pour beaucoup de gens. Ouais, et puis c'est hyper vicieux, parce que là aussi où tu vois, là où avant, comme tu as dit, le contremaître, tu le reconnaissais quand il se baladait dans les ateliers, parce que c'était le seul qui, soit avait un vélo pour aller un peu plus vite entre les différentes sections de l'atelier, soit avait des habits qui étaient moins pétés que les autres ouvriers et tout. Bah là, le parallèle aujourd'hui, c'est quand toi, t'auras un vieux costard Zara de merde parce que t'as pas eu de thune, et ben ton boss, il a un costard, je sais pas, Hugo Boss, quelque chose. Sauf que c'est discret. Ça se différencie dans le type de vacances que tu fais. Exactement. Et c'est de nouveau, c'est discret. C'est beaucoup moins... et puis en plus, en Suisse, c'est une culture. On cultive ce truc de la discrétion et tout. Et en fait, mais trop smart que tu viennes là-dessus, parce que en fait, c'est vraiment... Tout va dans le sens d'invisibiliser les classes sociales. Et je pense que c'est le truc qui est le plus... dont la droite profite le plus en Suisse. C'est vraiment en fait que toute cette culture du secret, de la discrétion est à leur avantage, en fait. Et c'est de dire... non, la bourgeoisie en tant que telle, ça n'existe plus parce que ce genre de photos n'existe plus. Alors que si, elles existent, mais avec d'autres codes. Et je suis d'accord avec toi, Méduse, quand tu dis « je pense que le mot prolétaire est trop clivant comme concept et imprégné d'une valise historique », je suis d'accord. Et pour moi, c'est un problème parce qu'il y a aussi une valise historique, par exemple, au mot communisme ou au mot marxisme, mais il faut aussi que la gauche soit suffisamment intelligente pour pouvoir parfois se détacher de ces termes-là, non pas pour abandonner les concepts qu'elle véhicule ou qu'ils véhiculent, les concepts, mais pour en utiliser d'autres qui créent moins de
de réaction de la part des gens moins formés à gauche et qui peuvent considérer que ça ne leur parle pas. Par exemple, parler des salariés, des travailleurs et travailleuses. Le problème, c'est que souvent, tout le monde va te répondre « Oui, mais tout le monde travaille en Suisse ». Alors, c'est là où la définition de bourgeois prolétaire était utile. C'était de dire que... Enfin, il y a une différence qui n'est pas que dans « Est-ce que tu travailles ou pas ?» mais c'est d'où provient ta richesse. Mais c'est vrai que je pense que pour toucher un grand public, effectivement, utiliser moins le terme prolétariat, ça peut être utile. D'un autre côté, pour revenir typiquement à la discussion que j'ai eue hier avec cette fille, c'était hyper intéressant parce que du coup, prolétaire, réaction en mode mais attends, mais je suis pas une pouilleuse, je suis pas dégueulasse, malpropre sur moi, allez je sais pas, me casser le dos dans une mine ou je sais pas quoi. Pour le coup, les serveuses, je suis serveuse, qui est le déni dans cette profession. Ah ouais, non, mais le déni dans le service et la restauration. C'est en Suisse une des professions qui est la plus dure, qui te brise physiquement, dans tous les sens. Où en moyenne, tu as les salaires les plus bas de toute la Suisse. Tout le monde est dépendant à 4000 drogues. Et si tu es dépendant juste à l'alcool dans le service, c'est que tu t'en sors bien. Je veux dire, c'est une profession. Et le déni, en fait, parce que les gens ne se rendent même pas compte de la dureté de ce taf. Ils ont juste pas le choix. Elles ont juste pas le choix. Ils font et trouvent des moyens pour s'en sortir. Et en général, c'est des substituts de drogue, d'alcool, de trucs. Enfin, c'est vraiment tellement hardcore. Mais du coup, prolo, ah non. Et ensuite, tu définis ce que c'est un ou une prolétaire. En fait, tu travailles pour un patron. Alors là, le problème, c'est qu'elle était dans une petite structure. Et ça fout toujours le bordel parce qu'en fait, le patron, il travaille aussi, tu vois. Et le patron, c'est vraiment, il a voulu lancer un truc et tout. Donc, c'est justement ce genre de bourgeois prolétaire, tu vois. Donc, ça complique un peu le truc. Mais tu expliques que tu travailles pour un patron qui t'exploite. Tu crées de la richesse. Aussi, ce truc j'étais là, qui est le plus utile dans ton restaurant? S'il y a plus de serveurs et de serveuses, ah ouais, tu parles de grève, machin et tout. J'étais là, non, vas-y, on réfléchit. S'il y a plus de serveurs et serveuses, il y a plus de création de richesse. Toi, s'il y a plus de patrons. Et c'est là qu'elle m'a dit, s'il y a plus de patrons, ça fait qu'il y a un serveur en moins parce qu'il travaille aussi. J'étais là, ok, d'accord. Mais en général, les patrons qui ont plusieurs établissements, je sais pas, que ce soit à Lausanne ou n'importe où, s'il y a pas le patron, c'est juste un jour de plus où le restaurant tourne et que le patron est pas là, tu vois. Ah ouais, ok, d'accord. Puis ensuite, il y avait un peu ce choc de, ah ouais, ok, du coup, en fait, je suis une prolo, tu vois. Et du coup, tu peux aussi utiliser tout le passé qu'il y a derrière ce mot et toute la lourdeur qu'il y a derrière ce mot quand après tu le définis et tu montres aux gens. Et du coup, je pense que ça peut leur créer quelque chose en mode, ah ouais, ok, donc en fait, c'est chaud, tu vois. Oui, mais ça, tu arrives à le faire individuellement. Ouais. La question, c'est est-ce que dans un discours ou dans un programme ou autre, est-ce que tu peux l'utiliser? Mais du coup... Van der Vlag, force à toi pour faire la vaisselle, parce que Van der Vlag dit je suis en train de vous écouter en faisant ma vaisselle dans mon resto. Ah, dans ton resto à toi? Si c'est ton resto à toi, parce que aussi ça c'est une autre thématique, c'est les petits proprios. Parce que pour moi, les petits proprios, c'est des salariés au sens que l'énorme majorité du temps, ils doivent payer des dettes, et en fait, le vrai propriétaire du resto, c'est la banque. Donc, c'est là aussi où ça brouille les pistes. C'est qu'en réalité, les proprios, pas qui le souhaitent. C'est la banque ou la franchise. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui va se considérer proprio, mais qui, fondamentalement, dans la structure économique, doit verser une plus-value de son travail à un propriétaire. Donc, c'est la définition de prolétaire vis-à-vis du bourgeois. Ouais. Donc, c'est complexe. C'est complexe, voilà. Celui de ta sœur, force à ta sœur, parce que comme on le dit, malheureusement, souvent, les petits patrons sont pas fans de la gauche, mais en soi, les petits patrons auraient tout intérêt à plus être de gauche. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. C'est un truc de fou. Ça me rappelle un nom d'histoire. C'est genre... Donc... T'as des mouvements anarchistes qui réussissent à mettre combien déjà 340 000 ouvriers 340 000 ouvriers en 1800. Vous imaginez le bordel que c'est le jour où il y a ça au 21e siècle, mais ça fout la chair de poule. Non mais après ça, vraiment là on n'est pas dans le scientifique ou quoi, mais un mouvement pareil, je pense que même en Suisse, la police peut tirer aujourd'hui.
Ah oui. Parce que ça a beaucoup changé. Et qu'en fait, c'est tout le temps ça la question. On a vu en France, rien qu'avec les soulèvements de la terre ou avec les gilets jaunes, c'était pas 340 000 personnes qui faisaient la grève générale. Non. Ouais. C'était beaucoup moins. Et ça a attiré alors des flashballs, mais gaz quand même. lacrymo. Mais on est passé à un cran de on est violence. passé à un cran de violence assez important historiquement. Et aussi pour moi, c'est de nouveau la preuve, par le concret, que la police est là pour réprimer les indigents, pour réprimer les mouvements ouvriers. Et tu le disais, Anarchae, aussi Malais avec le Sleep-In ou Calais, où c'est effectivement... Aujourd'hui, on le voit, ouais. Peu importe ce que ces gens font, tant que les indigents, tant que ce que Marx pouvait à tort ou à raison appeler le lumpenprolétariat, donc ceux qui sont encore en dessous du prolétariat, ceux qui sont encore plus dans le bourbier, dans la merde, c'est peu importe ce qu'ils font, on va les réprimer parce qu'il faut les garder réprimés, parce qu'il y a une certaine conscience, pas forcément objective, mais une conscience subjective du fait que c'est une bombe à retardement, ce genre de lieu comme Calais ou le Sleep-In de Malais, etc. C'est tu leur retires un truc où il se passe un événement et c'est un moment explosif. Ouais. Et ils le savent et c'est pour ça qu'ils continuent à les réprimer, peu importe ce qu'ils font. Mais le jour où on a... Mais voilà, et puis nous, aujourd'hui, en Suisse, on en est où ? On en est à se demander si le fait qu'on ne fête pas le 1er mai, c'est déjà trop. Ouais, c'est déjà trop. Juste on en est là, quoi. D'avoir 2-3 stands pour le 1er mai, c'est déjà trop. Donc oui, la Suisse en soi, ça fait longtemps qu'elle n'a pas dû utiliser vraiment la police. Et encore, il y a quand même eu des manifestations à Bâle, à Zurich, où il y a eu quand même des violences. La police a tué aussi à Renan. À Renan, à Morges, et puis ça se passe. C'est juste, effectivement, c'est pas très médiatisé, mais oui. Mais les dernières fois, le moment qui me vient en tête, c'était 1928, contre la manifestation antifasciste, où elle a tiré, où les militaires ont tiré. Ouais. L'armée a tiré. À Genève. Mais la seule raison pour laquelle, pour l'instant, on ne voit pas une telle militarisation de la police comme en France ou comme aux États-Unis, c'est parce que face à ça, le mouvement ouvrier n'est pas suffisamment organisé et dangereux pour la bourgeoisie pour justifier une militarisation de la police. Parce que c'est ça, le terme réaction, il faut le prendre aussi d'un point de vue littéral du terme. C'est en réaction à l'action des mouvements ouvriers que la police agit et que l'extrême droite agit, etc. Ouais, voilà. Bon, voilà. C'est dommage que ça coupe à ce moment-là, quoi. Parce que ensuite, regardez ceux du commentaire, je sais plus s'il est encore en accès libre sur YouTube, qui s'appelle Ni Dieu ni Maître, sur l'histoire de l'anarchiste, de Tancred Ramonet, ultra basé comme documentariste, je sais plus. Et ensuite, effectivement, comme tu le dis, Tataka Marx, c'est la période anarchiste de la propagande par le fait, qui est une théorie qui est peut-être un chouïa fumeuse, qui partait du principe en très gros que, en posant des bombes et en créant une réaction de la part de la police, ça allait montrer au reste du prolétariat la réelle nature de l'État, la réelle nature bourgeoise de l'État. Et du coup, en créant des bombes, en veillant à ce que ça ne blesse personne, ou même pas ? Pas toujours. Ouais. Il y a eu 2-3 foirages, quoi. Parfois, c'était pas foiré, parce que parfois, les seuls morts, c'était des bourgeois. Mais c'était dans cette idée que, en posant des bombes, il va y avoir une réaction de la police, et comme il y aura réaction de la police, pas uniquement sur les anarchistes poseurs de bombes, mais sur toute la classe prolétarienne, ça fera s'éveiller la classe prolétarienne. Bon, ça n'a pas trop bien marché. Ouais. Et il ne faut pas résumer l'anarchisme à la propagande par le fait, parce que c'est souvent ce que font les droitards, mais aussi peut-être parfois les marxistes, de résumer l'anarchisme uniquement par ce moment de la propagande par le fait, c'est-à-dire des poseurs de bombes, alors que l'histoire de l'anarchisme est bien plus riche que ça. Voilà. Donc ça, c'était pour l'histoire du 1er mai. Je sais pas si tu avais des trucs à ajouter là-dessus. Les jeunes PLR, là. Oui, parce qu'on parle du fait qu'en Suisse, c'est déjà pas ultra répandu le fait de fêter le 1er mai.
Et voilà ce que nous pondent les jeunes libéraux radicaux. Du coup, ils ont repris le point gauche levé de la gauche et ils ont mis un marteau qui le casse. Donc, il faut casser la gauche. Abolition du 1er mai maintenant. Sachant qu'une fois de plus, bonne nuit, il y en a... Bonne nuit. Donc, il y en a dans... ouais, il y a le 1er mai dans 6 cantons, une connerie comme ça. Ouais. Donc, ils demandent quoi, concrètement? Enfin, le 1er mai férié, parce que c'est célébré. Mais ouais, mais du coup, ils veulent que le 1er mai soit une journée comme les autres. Ce qui est plutôt le cas en Suisse. Super. Ok. Parce que du coup, après, il y a du temps. Ensuite, ils expliquent, dans les cantons de Zurich, Bâle, Neuchâtel ou le Jura, le 1er mai est reconnu comme jour férié officiel faisant office de jour de lutte pour la gauche. Alors, c'est pas le titre, mais bon, passons. Ils confondent. Mais oui, mais parce que pour eux, la gauche, ça n'est pas les travailleuses et travailleurs. Pour eux, la gauche, c'est juste des universitaires, des gens qui n'ont pas les mêmes opinions, qu'il n'y a pas de base en fait, c'est vraiment juste soit peut-être gauche, de droite, eux c'est leurs opposants, la gauche quoi. Et pourtant, au vu des restrictions toujours plus nombreuses de la liberté économique, l'heure n'est pas à la fête. Alors nous, on n'a pas dit que l'heure était à la fête, on a dit que l'heure était à la lutte. Mathilde Mottet en story leur a laissé ça. Elle a dit, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. D'autre part, ce jour férié légal entraîne une perte de prospérité. Hein, mais qu'est-ce qu'il faut là? Genre... Une journée sur 365. Mais bientôt le samedi. Et puis après le samedi, quoi, le dimanche? Bah, d'ailleurs, ils voulaient faciliter l'ouverture, par exemple, des magasins le dimanche. Bon, ça c'est différent pour moi. Ça c'est différent. Oui, parce que t'aimes bien faire tes courses le dimanche, je sais. Oui, non, mais ça en vrai, je ne serais pas contre. Si c'est accompagné de... Non, moi je suis contre, parce que je trouve que c'est important d'avoir des jours bien définis et stricts qui mettent un temps d'arrêt, un minimum un temps d'arrêt au salariat. Ouais, sachant que c'est déjà pas le cas en Suisse. Pas plein de oui, je sais, le dimanche. Et puis en fait, ouais, mais du coup, tu serais pour plutôt d'un niveau symbolique, quoi. Oui. Donc toi, le dimanche suisse... Et rien que un truc tout simple. T'es dans un mouvement de gauche radicale, constitué essentiellement de salariés, qui ont des horaires un peu différents, etc. T'organises quand tes réunions? Non mais attends, on dit pas que... Non mais la plupart, par exemple, des étudiants travaillent le dimanche. Hein. Enfin, il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent le dimanche dans le sens où... Oui, c'est pas ça. Malheureusement, parce que la condition des étudiants et étudiantes est grave. Mais avoir des moments où une grande partie de la population... Pas que tout le monde doit travailler le dimanche. Je sais, mais pour moi, ça serait de nouveau un gain du capitalisme sur certains acquis sociaux. Bah, si tu l'accompagnes... De quoi du communisme total et entier? Déjà, ou par exemple, je sais pas, des compensations, ou alors un tournus, ou alors... Enfin, oui, en fait, le but, c'est un tournus. Le but, c'est de dire... Mais à quel but les magasins ouverts le dimanche? Quelle en est l'utilité sociale? Sociale? Non, c'est une utilité pratique. Juste que le dimanche, t'arrêtes de galérer, quoi. Tu veux aller acheter tes trucs. Et il y a des gens... Et du coup, t'aurais plus un jour symbolique où... Je suis pas trop sur ce genre de symbole, enfin, je m'en bats les couilles en fait. Le samedi c'est un jour où la majorité des Suisses ont congé, mais la vie économique, enfin, tu peux avoir une vie, tu peux aller dans des bars, dans des trucs, tu peux aller acheter... Ok, Nantermo. Hein? Ok, Nantermo. La vie économique continue. Non, moi je trouve que c'est très bien d'avoir une journée au moins par semaine où il y a tout qui s'arrête d'un point de vue économique, et encore, c'est pas tout. Bah justement, c'est pas tout, donc on est dans un entre-deux chiant. Et moi, je trouve que c'est pas quelque chose qui s'oppose à la gauche. Tu peux juste avoir tous les jours qui sont ouverts si on est dans un monde communiste. Pour moi, ça s'oppose à la gauche. C'est bien d'avoir des moments où un grand ensemble de la population a congé et que n'a rien d'autre à faire que de se réunir et non pas consommer. Moi, je trouve ça bien. Mais alors, si c'était un autre jour, enfin non, moi ouais, non. Oui, ça pourrait être le lundi, je m'en fous. Et du coup, un jour. Non, moi j'aimerais bien que ce soit tous les jours de la semaine. Donc, ouais, donc il n'y a plus de travail, quoi. Ouais. D'accord. Bah bravo, tu viens d'inventer le communisme. Ah ouais, ok, ça marche. Que cette tech des JLR, c'est un moyen de se faire de la pub. Alors, de la pub, oui, mais je pense qu'ils sont sincères aussi. Avec cette idée que
que juste il faut arrêter avec la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs. Je pense qu'ils voient réellement pas l'intérêt. Ils pensent qu'on est arrivé à la fin de l'histoire, quoi. Mais bien sûr que les JLR pensent qu'on est arrivé à la fin de l'histoire. Aujourd'hui, c'est bon, quoi. Il y a plus de lutte à avoir, ça va. Putain, le mec, il a le mot lutte dans son nom de famille. Oui. Et il a un petit col roulé. Oui, la gauche ne peut pas faire la promotion de son programme politique aux frais de la collectivité, ce qui ne rend en outre pas service à la population qui travaille. Le 1er mai, en tant que jour férié légal, doit être aboli. Je ne sais même pas par où commencer. Enfin, bah oui, le 1er mai, c'est pour mettre en avant le programme de la gauche, parce que oui, c'est la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs, et la gauche représente les travailleuses et travailleurs. Désolé chouchou, désolé Jonas. Et puis, aux frais de la collectivité, mais enfin, ça pour moi, c'est vraiment l'idée que, genre, les travailleuses et travailleurs qui ont envie de manifester le 1er mai ne font pas partie de la collectivité. Enfin, c'est comme quand il y a ces droitards sur Twitter qui sont là genre ouais, et puis on va devoir payer plus d'impôts à cause de vos idées de gauchos. Ouais, enfin, les travailleuses et travailleurs payent aussi des impôts quand ils sont pas suffisamment sous-payés pour ne pas en payer. Mais à part ça, je suis désolé, mais les commentaires, c'est génial. Regarde, genre, déjà, ils se font clasher. Il y en a, nous demandons l'abolition des JLR, c'est génial. Et puis, jeunesse POP, ouais. À la niche, les petits chiens de garde, tu es payé par le Guigui, machin. Vous, parce que oui, désolé, mais moi, j'ai bossé aujourd'hui. Ouais, bah, super. Félicitations. Toi, t'as bossé aujourd'hui, peut-être ? Bah oui, j'ai bossé aujourd'hui. Ah merde. La plupart des... oui, mais toi, t'es pas comme le reste de la gauche. Moi, j'ai bossé hier soir, monsieur. Moi, je peux vous dire que la gauche ne travaille pas. Et ça, c'est connu, monsieur. Bah, la preuve, tu viens de dire que tu veux des semaines fériées, toi. Ben oui, mais... Toi, tu veux juste pas travailler. Bah oui. Bah ouais. Bah oui, parce que je pense que ça peut être un peu l'idée du progrès humain de... avoir de moins en moins à devoir travailler pour sa survie et de plus en plus de temps pour la création artistique et pour construire un lendemain heureux. Ou, comme le disait Pierre Maillard, pour, je sais pas, moi, avoir 2-3 loisirs, par exemple. Bah oui, par exemple. Magnifique. Et puis aussi, ce qui me fait rire par rapport à cette proposition des JLR, c'est qu'ils l'ont pas demandé, genre pour... c'est l'après-midi du 1er août est férié. 1er août, non, c'est férié. Ouais, 1er août, c'est férié. Ouais, ils l'ont pas demandé pour le 1er août. Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, ça. C'est étrange, En fait, je crois qu'il y en a 15 de... Non, j'ai badé. Il y en a 7, je crois. Le jour férié. Ouais. Ils n'ont pas demandé l'Ascension, ils n'ont pas demandé la Pentecôte. Noël. Ils n'ont pas demandé Pâques, ils n'ont pas Noël, demandé... on comprend pas. Noël, ça véhicule les valeurs judéo-chrétiennes. Pourquoi demander... Toi, je suis sûr, tu serais pour un Noël. Vraiment, toi, t'es pro-Noël, je suis sûr. Oui, sauf parce qu'au niveau de la symbolique, on se rassemble en famille et tout. Je suis pour Noël, je suis pour l'Aïd, je suis aussi pour l'Aïd férié pour tout le monde, je suis pour... tous les vendredis fériés. Je suis pour Hanouka férié pour tout le monde. Enfin, oui. Et alors, ça te pose problème ? Avec vous. Vous me faites honte, monsieur. Rien à fêter. Dans son appel du 1er mai, l'Union syndicale suisse fait, par exemple, de la publicité pour l'initiative du PS visant à alléger les primes. Bah oui, c'est la journée internationale de lutte des travailleuses et travailleurs. Donc, oui, on met en avant des choses qui peuvent améliorer les conditions des travailleuses et travailleurs. Il convient de noter que l'initiative correspondante entraînerait plus de 11 milliards de francs de coûts supplémentaires annuels pour la Confédération et les cantons d'ici à 2030. Moi, à leur place, j'aurais mis 3 trillions. Ouais, non, mais effectivement, tu peux... Hop là. Allez, on y va. La classe moyenne mise à mal... Attends. Après Noël, on fête Jésus, le coco, donc ça va dans la boîte de gauche. Ah oui, Jésus de gauche. Ça, je suis d'accord. Ça, j'aime bien cette take. Jésus de gauche. Ah, okay. Si, en vrai, on en avait parlé une fois avec Spara. Ouais. Tu lis un peu ce qui a été en tout cas considéré comme étant les paroles de Jésus. Excuse-moi, mais c'est Marx, mais pas avec la même capacité d'analyse économique. Mais c'est Marx. Ouais, c'est fou. Ils se sont appropriés Jésus. La conséquence de la réduction des primes serait... ensuite c'est sur les primes. Une fois de plus, sous couvert de lutte pour les personnes qui travaillent, on exige une politique qui pèserait précisément sur ce groupe. Une fois de plus... Sous couvert des... Mais j'arrive pas à comprendre leur logique. Comment ils sont fonce-dés parce que
on exige une politique qui pèserait précisément sur ce groupe. Ah, ok. Ah, non, par rapport à l'allègement des primes. À l'allègement des primes, ouais. Mais parce que c'est génial. Sur votre groupe, peut-être que ça va peser. Bah oui, c'est ça. C'est que, le truc, c'est que typiquement, quand ils disent 11 milliards que ça coûterait supplémentaire, en fait, que cette initiative passe ou pas, il faudra les payer les 11 milliards. Parce que c'est les primes d'assurance maladie. Donc c'est soit nous, on paye directement avec la facture, avec un prix qui est par tête, donc ça ne dépend pas, peu importe ce que tu gagnes, soit c'est payé en plus grande partie par l'État, et à ce moment-là, ça dépend de l'impôt, qui, lui, est proportionnel au revenu. Donc, oui, pas proportionnel. Ouais, progressif. Mais du coup, c'est 11 milliards, que l'initiative passe ou pas, il faudra les payer, ces 11 milliards supplémentaires. La différence, c'est comment est-ce qu'on les finance. Et du coup, sur qui ça va être répercuté. Est-ce que ça doit peser? C'est complètement con ce que tu dis. Non, mais après, c'est très vrai, parce qu'en tant qu'enfant de HEC, c'est eux qui vont devoir payer un peu plus que nous, parce que nous, on sera... voilà. Renforcer la prospérité. Pour contribuer réellement à l'amélioration de la situation économique des travailleurs, il est temps... Ils sont pas pour l'inclusif. Des travailleurs. C'est étonnant. Ouais. Il est temps de réduire ça, on peut leur donner une leçon là-dessus. Hein. Faute de com. Aujourd'hui, même les LR, à la base, c'était un petit truc de gauchias, machin, d'être inclusif, je sais pas quoi. Aujourd'hui, les Verts libres, alors irréprochables. Et puis là, la JLR, là, franchement, il faudrait là. Et très juste, Jésus, le premier gauchiste, d'ailleurs, il ouvre pas les magasins le dimanche et chasse les marchands du temple. C'est Jésus approuvé. Tu vois Jesus approved. Mais réduire la charge des impôts et des taxes, mais enfin... Voilà, donc les JLR veulent abolir le 1er mai. Et moi, tout ce que j'ai à dire, c'est qu'ils abolissent le 1er mai. Hein. Ça va juste nous renforcer dans l'idée qu'on n'est pas obligé... Ok, je vais peut-être pas finir ma phrase.